Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez désormais, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Mohamed Najib Boulif, vous êtes ministre délégué chargé du transport auprès du ministre de l'équipement, du transport et de la logistique. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Larbi Ziati, vous êtes économiste, représentant de la Fédération du transport de la CGEM. Et enfin, Benassa Boulajoul, secrétaire permanent du CNPAC, le Comité national de prévention des accidents de la circulation. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. C'est hier, jeudi 18 février, que nous avons célébré la journée nationale de la sécurité routière depuis 10 ans. Cette date est une occasion chaque année de dresser des bilans et d'établir de nouveaux objectifs. Pour cette année, une campagne de sensibilisation a été lancée par le chef du gouvernement, Abdelila Benkeren, sous le slogan « Je suis piéton ». Et le ministre délégué chargé du transport, Siboulif, a présenté lundi dernier la nouvelle stratégie nationale de sécurité routière 2016-2025 avec des objectifs, vous allez le voir, extrêmement ambitieux. Quels sont ces objectifs? Sont-ils réalisables? Pour quand pouvons-nous prévoir son adoption? Quel bilan pouvons-nous dresser de l'année 2015 et en quoi consiste la campagne de sensibilisation de cette année? Route meurtrière, quelle prévention? Point d'interrogation. Ça sera le titre de l'émission de ce soir. Alors, messieurs, c'est vrai que la problématique des accidents de la circulation, de la délinquance routière, de la sécurité routière, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, est un vaste sujet et qui suscite beaucoup d'interrogations de la part des citoyens. Et surtout que le titre de la campagne cette année, c'est « Je suis piéton ». Et le passage de piéton à automobiliste est toujours un passage extrêmement délicat d'un point de vue psychologique. Alors, monsieur le ministre, la campagne a été lancée hier. En quoi va-t-elle consister exactement ? D'accord, je tiens donc à te remercier pour nous avoir invités, pour avoir choisi ce thème qui est vraiment un thème très important. Et c'est un thème qui concerne l'ensemble des Marocains. Donc ce n'est pas une affaire du ministre, du ministère, de l'administration, mais c'est une affaire de tous, effectivement. Depuis donc la première version de la stratégie 2003-2013-14 et maintenant la nouvelle stratégie 2016-2025, on n'a pas cessé de mettre le point sur un certain nombre d'éléments qui sont pour nous importants au niveau de la sécurité routière. Et comme vous l'avez dit dans l'introduction, maintenant on a une nouvelle stratégie donc, qui va porter sur les années à venir avec des objectifs bien ambitieux, comme vous l'avez dit aussi. Et je pense qu'à ce niveau, la campagne d'hier, qui a été donc lancée le 18 février 2016, la journée nationale de la sécurité routière, est là pour objectif essentiel de sensibiliser l'ensemble de la population marocaine sur d'abord les causes de la mortalité qui existe au niveau de nos routes, mais aussi sensibiliser sur la nécessité de tout un chacun de faire un effort de son côté pour permettre effectivement d'être positif au niveau de la société. Comme vous le savez, la sensibilisation pour nous est un axe très important, puisqu'en plus de la loi, de tout ce qui était texte juridique, en plus de tout ce qui est contrôle, donc la mécanique, le véhicule, en plus de tout ce qui est infrastructure donc routière, et là on a plusieurs donc avis qui nous taxent, si vous voulez, que effectivement l'une de causes c'est l'état de la route. On va y revenir, parce que ça aussi, c'est parmi les arguments qui sont avancés par beaucoup de monde. Et il faut dire que c'est le comportement. Pourquoi sensibiliser? Parce que presque 90% des morts sur nos routes sont dus au comportement humain. Donc pour ce comportement humain, en plus de la formation, en plus de l'éducation, il faut sensibiliser. C'est pour ça que lorsqu'on lance une campagne, l'un des objectifs essentiels, c'est de focaliser sur le comportement de l'individu pour lui dire qu'effectivement, tu es concerné, ce n'est pas une affaire de l'administration seulement, mais c'est aussi une affaire de toi. Et cette année, vous l'avez bien dit, on a lancé donc la campagne « Tout le monde est piéton », donc je suis piéton. Pourquoi? Puisqu'il y a à peu près 1000 tués sur nos routes marocaines qui sont des piétons. Alors justement, on reviendra sur les chiffres. Hein, et justement, on a l'habitude de beaucoup discuter avec Siboula Joul, de rentrer dans les chiffres des accidents de la circulation, parce qu'ils sont très parlants lorsqu'on les analyse, de voir quels sont les curseurs sur lesquels finalement il faut agir. Siboula Joul, lorsque Monsieur le ministre parle de sensibilisation, là on passe le relais finalement au CNPAC, parce que c'est vous
qui est en charge de sensibiliser nos concitoyens, à nous, et puis je le disais tout à l'heure, entre le moment où on devient piéton et on rentre dans sa voiture, les comportements changent. Aujourd'hui, cette campagne, il y a eu beaucoup de campagnes par le passé, beaucoup d'expérimentations en termes de type de message. Cette année, on va être axé sur quoi exactement ? Alors, si vous permettez, tout d'abord, par rapport à cette nouvelle campagne qu'on a eu l'honneur hier que ce soit lancée par le chef du gouvernement, quand même, c'est un signal très fort dans la mesure où c'est le chef du gouvernement marocain qui annonce une campagne de sensibilisation. C'est une première dans l'histoire du Comité national de prévention des accidents de la circulation. Monsieur le chef du gouvernement a même signé une sorte d'adhésion ou bien une sorte de relance et une sorte d'adhésion justement à cette campagne qui est pour nous très très importante. Et qui se focalise sur une des cibles les plus vulnérables sur la voie publique, qui est la catégorie des piétons. Tout d'abord parce qu'il y a 34 millions de Marocains qui sont des piétons. À un moment dans la journée, on est des piétons, qu'on soit responsable, conducteur de véhicules légers, conducteur professionnel, dans n'importe quelle catégorie socio-économique, à un certain moment de la journée, on est des piétons. Donc, on est des victimes potentielles. Donc, on peut être parmi ces 1000 victimes qu'a cité Monsieur le ministre, donc c'est très important. Et d'ailleurs, même au niveau de la stratégie que vous avez annoncée tout à l'heure, au niveau de la nouvelle stratégie, l'un des premiers éléments, la première cible, c'est les piétons. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'agents marketeurs de la politique du gouvernement en matière de sécurité routière, donc on est appelé à communiquer et assurer aussi bien l'accompagnement de la politique du gouvernement en matière de sécurité routière, mais également mener des campagnes directes de communication. Et l'une des cibles, on a estimé que c'est important de commencer avec la première cible et la première victime aujourd'hui parmi les catégories de victimes qu'on retrouve au niveau national. Et justement, c'est les piétons pour multiples raisons, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les piétons sont la catégorie la plus vulnérable et la plus touchée par les accidents de la circulation. D'ailleurs, vous avez un chiffre qui est parlant, c'est au sein, parce que il y a les accidents qui sont extra-urbains et les accidents en ville. Et là, on a une recrudescence de morts en ville. Et ce sont des piétons. En ville, mais aussi parmi les enfants. Malheureusement, on a 10% des victimes. Des victimes qui sont 10% des victimes sont des enfants. Sont des enfants. Donc c'est extrêmement fort. Moins de 14 ans. Donc les enfants de moins de 14 ans, ils représentent près des 10%. Et en matière de communication, bien sûr, pour nous, on va investir tous les leviers de communication possibles et imaginaires. Ça va de tout ce qui est communication média à travers la télévision, comme cette émission aujourd'hui, dont on vous remercie énormément de l'avoir dédiée à la sécurité routière. Donc il y a aussi tout ce qui est émission radiophonique. Et aujourd'hui, notre vision en matière de relations avec les radios nationales, c'est pratiquement d'investir l'évocation de chaque chaîne, parce qu'il y a des chaînes sportives, il y a des chaînes généralistes, etc. On a également la communication digitale qui aujourd'hui est un levier incontournable en matière de communication, dans la mesure où on a même dédié une structure qui ne s'occupe que de l'animation d'un certain nombre de comptes sociaux. Il faut juste que les gens ne regardent pas ça quand ils sont au volant. Ça, on va y revenir, parce qu'il y a des facteurs. Non mais ce sont des facteurs de baisse de vigilance au volant, et ça on a l'habitude d'en parler, qui sont extrêmement importants. Alors, il y a un amendement de ce sens au niveau des tout ce qui est portable au niveau de la loi. On y viendra parce que c'est extrêmement important. Siziati, je voudrais, parce que là vous avez dit des différentes cibles qu'il va y avoir dans ces campagnes de sensibilisation. Vous représentez la Fédération de transport, donc ce sont les professionnels du transport. Lorsqu'on a un accident, malheureusement, encore une fois, à la veille de la journée de la sécurité routière, l'accident de Nadol qui a fait perdre la vie à 8 personnes, 30 blessés. Lorsqu'on voit encore une fois ce type de drame qui arrive et qui font monter en flèche. Malheureusement, on doit parler de statistiques. J'imagine, lorsque vous êtes au gouvernement, on doit sortir de l'émotionnel pour aller vers des chiffres qui sont froids et implacables. Ça fait froid dans le dos. On avait l'accident de Tatane, c'était l'année dernière, et on a à chaque fois ce type d'expérience. Au niveau de la Fédération du transport, est-ce que ces messages sont entendus au niveau des professionnels? Parce que là, on parle de conducteurs professionnels, transport de marchandises, aussi bien que transport du public. Absolument, vous avez raison, parce que un accident dans lequel est impliqué un moyen de transport collectif de personnes est spectaculaire. Mais il faudrait corriger cela en rappelant que les moyens de transport collectif ou bien massif de marchandises sont les moins impliqués dans les accidents d'une manière générale. Mais c'est comme un avion. Il y a moins d'accidents par avion, mais quand il y a une catastrophe d'un avion, eh bien c'est spectaculaire, ça entraîne plusieurs vies. Ceci étant précisé, je voudrais donc souligner que la CGEM,
par son bras agissant dans le domaine du transport, c'est toujours considéré comme étant l'auxiliaire du gouvernement, du ministère en charge du transport, qui en assure la tutelle de cette fédération, et notamment du CNPAC. Et nous estimons jusqu'à présent que, bien que le trend, si vous voulez, parce qu'il y a des fois on présente des statistiques qui n'expriment pas la réalité, il faudrait rapporter le nombre des accidents et des victimes au taux, en parlant de taux, c'est-à-dire en le rapportant au parc des véhicules et au nombre de kilomètres parcourus par le parc en circulation au Maroc. Oui, parc et flux. C'est ça, parc et flux, mais exprimé en nombre de véhicules kilomètres. Alors, si vous rapportez cela au nombre des accidents, nous allons donc, bien qu'il y ait eu une légère augmentation, bien que le trend, nous estimons que est satisfaisant et baissier, eh bien, nous constatons qu'on n'est pas aussi mauvais, mal loti que d'autres nations. Il faudrait enlever ça de l'esprit des gens. Les efforts qui sont faits, et nous louons à cette occasion-là le partenariat exemplaire qui existe entre le ministère, le CNPAC et la CGM et la Fédération de transport apporte des fruits, puisque tout le monde est impliqué dans cette problématique, et vous savez très bien, problématique des accidents de la circulation est un fait sociologique, donc un fait social enchevêtré. Il y a plusieurs intervenants, comme l'a souligné Monsieur le ministre. L'élément humain est prépondérant, ça, tout le monde l'admet, les études, les statistiques, etc. Mais, à notre avis, et nous l'avons exprimé, nous constatons que l'ampleur du problème fait qu'actuellement, les structures dédiées actuellement à cette problématique pour diminuer les accidents de la circulation sont, si vous voulez, marquées par certaines insuffisances de moyens. Nous estimons que le CNPAC devrait disposer de moyens conséquents pour faire face à cette guerre, à ce fléau d'accidents de la circulation. Pourquoi? Parce que plus il fait du bon travail, plus nous, usagers et professionnels, nous devenons, si vous voulez, gourmands en exprimant beaucoup plus, alors que ces moyens sont relativement limités. Et nous militons, par ailleurs, pour que le CNPAC ait la dimension à la hauteur du problème, en moyens humains, financiers, etc. Et là, je voudrais juste, pour que les auditeurs le sachent, la production, si vous voulez, en termes de taxation du secteur de transport, si vous voulez, ne va que dans une très infime proportion à la prévention. Et là, quand on va parler de la prévention, on va s'expliquer. Bon, on sent bien que le patronat est là. Il y a des revendications. Je le félicite. Effectivement, on a des relations je dirais très bonnes avec la Fédération du transport au niveau de la CGM. Et je peux vous garantir, ici au plateau, qu'effectivement, ils font du bon travail. Et à chaque fois où il y a des thèmes sur lesquels on est en partenariat, ils sont toujours présents. Et que ce soit au niveau de la formation même, ils sont impliqués dans la formation, au niveau de la formation continue, ou la formation au niveau de la qualification. Et puis ils sont là au niveau de l'ensemble des événements que nous faisons. Donc c'est une chose pour nous qui est importante. En plus donc du privé, de la Fédération de la CGM, il y a donc la société civile, puis il y a tous les autres partenaires qui sont là et qui sont présents. Et pour nous, je ne dirais pas que ça nous réconforte, mais ça nous donne plus envie de relever d'autres défis sur lesquels, bon, effectivement, il a parlé un peu de moyens. Bon, les moyens sont un peu limités, mais je pense qu'à ce niveau, nous sommes en train, au niveau même du gouvernement, de revoir la gouvernance de l'ensemble de la sécurité routière, puisque le CNPAC, on a un projet de loi donc, qui va être soumis bientôt au gouvernement, dont le but, c'est de transformer donc, la commission en une sorte d'agence. Donc, une agence qui va fédérer l'ensemble des acteurs, l'ensemble des thématiques, et donc qui va être une sorte de fédération en convergence de cette thématique, et par conséquent, il aura les moyens nécessaires pour faire son travail correctement. Alors justement, faire son travail correctement, c'est aussi un sujet qui est extrêmement intéressant de voir quelles sont les parties prenantes finalement dans la prévention routière. Sur les différentes campagnes menées par le CNPAC par le passé, si vous voulez, je voulais le premier à le dire, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites, il n'y a pas de science exacte dans la manière avec laquelle on communique avec le public. Est-ce qu'aujourd'hui, on a trouvé la manière de communiquer correctement, on va dire de manière efficace, au
publics et suivant les différents publics, parce qu'on ne s'adresse pas à tous les Marocains de la même manière sur le plan de la sécurité routière. Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de retours d'expérience, que ce soit à l'international, que ce soit par rapport à ce qui a été mené au Maroc, pour délivrer un message qui enfin tape juste? Alors, si vous permettez, c'est Faisal, vous êtes un expert de la communication. Certainement, je ne dirais pas que vous êtes au courant qu'en matière de communication, il n'y a pas une seule école en matière de communication. Il y a plusieurs écoles. Alors, ce qui est important, moi je pense, c'est de parler un message direct, un message qui est à même d'être compris et assimilé et intériorisé par la population cible, c'est-à-dire par l'usager de la route, mais on peut utiliser différentes approches. C'est-à-dire on peut utiliser le dramatique, on peut utiliser le didactique, l'informationnel, l'émotionnel. Et il n'y a pas une école pratiquement qui garantit, c'est-à-dire un maximum d'impact à 100%. Moi, je pense que le meilleur défi aujourd'hui, le défi à relever, c'est comment assurer un bon dosage entre l'émotionnel, le didactique, l'informationnel et le dramatique. Parce qu'à un certain moment, si on s'investit dans le dramatique, à un certain moment, le son va être comme, c'est-à-dire il sera banalisé. Donc même les messages chocs, les images chocs deviennent banalisés, acceptés, c'est pratiquement comme ils regardent un dessin animé. Donc aujourd'hui, le grand défi, c'est comment assurer justement ce dosage pour qu'il soit optimal, mais il faut investir au niveau du message pour qu'il soit simple, facilement assimilable, qui prend en considération la spécificité de la population cible. Si c'est les enfants, donc il faut utiliser un langage qui soit compris par les enfants. Si les professionnels, il faut justement utiliser un langage qui soit compris par le professionnel. Et pour la première fois, par exemple, cette année, on a expérimenté, ou bien on a utilisé une approche basée sur l'humour et dont le taux d'impact a été extrêmement important. L'étude d'évaluation qu'on a réalisée nous a montré effectivement qu'il y avait un feedback extrêmement important par rapport à ce type de message. Mais malheureusement, on ne peut pas continuer à faire de l'humour parce que quand même le sujet il est tellement sérieux qu'on ne peut pas continuer à faire de l'humour continuellement. Donc on essaie en fait de trouver un petit peu, de faire un dosage optimal de telle manière à garantir un impact permanent dans le message de sensibilisation. Alors, Monsieur le Ministre, juste par rapport aux objectifs, parce que on va revenir après les éléments sur le terrain dont vous avez cité tout à l'heure, que ce soit les infrastructures, que ce soit le comportement humain, que ce soit le contrôle, que ce soit aussi certaines dérogations qui sont sur les routes dont on va parler, et notamment je parlerai des transports en commun et des taxis blancs. Mais au niveau des objectifs, aujourd'hui, on a une stratégie, on l'a dit, ambitieuse, c'est-à-dire qu'on va taper fort, en gros, déjà en termes de formulation d'objectifs. À quoi on veut arriver? On veut réduire significativement le nombre de morts sur les routes. Qu'est-ce que vous avez prévu? Tout à fait. Alors, juste pour faire un peu d'historique, pour comprendre un peu là où on est arrivé, il faut dire que la première stratégie, donc 2003-2014, avait pour objectif essentiel d'inverser la tendance de nombre de tués, puisqu'il faut dire... Elle était en augmentation constante. Elle était, depuis donc, les statistiques en 1996 jusqu'à 2003, qu'est-ce qu'on avait? On avait une augmentation de presque 5% de nombre de tués annuels. Donc l'objectif principal de cette première stratégie, c'était d'abord de stopper, donc, de stopper le nombre des morts, donc cette hausse, et de pouvoir inverser la tendance. Et je peux vous garantir qu'effectivement, depuis donc l'entrée en vigueur de la première stratégie, cela a été permis, quoique on est resté quand même sur une courbe en dents de scie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des augmentations, des baisses, etc. La stratégie, la nouvelle maintenant, puisque sur les 3 dernières années, il faut dire qu'on est arrivé quand même à un chiffre de 4222 morts tués en 2011. Et en 2012, 2013, 2014, on est sur des baisses quand même qui sont conséquentes. Bon, moins 1,3% en 2012, mais moins 8,5% en 2013. Et en 2014, on est arrivé quand même à presque moins 9% en nombre de tués. Il faut dire que, bon, 2015, on a quand même une petite, voilà, on est revenu à une hausse. Bon, je dirais pas une hausse de forme, une hausse tendancielle, mais une petite hausse due essentiellement à un développement de parc et un certain nombre de points, si vous voulez, on peut y revenir. Donc, sur cette tendance, donc, de baisse tendancielle que nous espérons, donc va continuer, on s'est dit maintenant il faut aller plus de l'avant au niveau de notre stratégie. Donc, puisque on aimant bien sûr au niveau de l'Union des Nations Unies et on adhère donc à la stratégie mondiale de la sécurité routière, eux ils ont des objectifs en 2020 qui étaient de réduire de moins 50% le nombre de tués. Bon, nous
en tant que pays émergent et donc qui est un peu sur sa tendance haussière, on n'a pas les mêmes conditions, ni de développement, ni socio-économique, ni autre. Bon, on s'est dit qu'on va quand même être un peu, je dirais, ambitieux, mais il faut rester dans la tendance actuelle. Donc, les deux grands objectifs qu'on s'est posés, c'est que, effectivement, d'ici 2025, c'est-à-dire sur la décennie, on va réduire de 50% donc le nombre de tués. Donc, on table sur moins de 2000, c'est-à-dire 1900 tués en 2025. Et au niveau quinquennal, c'est-à-dire d'ici 5 ans, d'ici la fin de 2020, on va donc baisser le nombre de tués de moins 25%. C'est-à-dire essayer de le faire, si vous voulez, en deux grandes tranches. Et cela, pour revenir un peu à ce que a dit Ziati, bon, la situation au Maroc, il faut relativiser. C'est pas que si vous voulez, que les chiffres ne sont pas alarmants, mais il faut relativiser. Le nombre de tués de la route africaine, la moyenne, on rapportait à 100 000 habitants, on est à 26 tués par 100 000 habitants. La moyenne européenne, je dis bien européenne, c'est à peu près 9 pour 100 000. 9 tués. Au Maroc, on est à 10. Bon, l'Europe, c'est le Danemark, le Luxembourg à 3, et puis il y a les autres pays de l'Europe de l'Est qui sont donc à 18, ce qui fait la moyenne de 9. Donc le Maroc, on est à 9, on est à 10. L'Europe, la moyenne, c'est 10, et c'est 9, et les États-Unis, c'est 10. Mais bon, il y a beaucoup d'écarts. Si on prend la France, on est à 36 millions de véhicules pour 4 000 justement, tués. là, on est au niveau pas de véhicules, mais d'habitants. Oui. Donc si on le rapporte aussi à ce qu'a dit Ziati, c'est là, c'est important, c'est-à-dire en termes de véhicules kilomètres jour. Et là, il faut dire qu'au Maroc, sur 2003-2013, ce véhicule kilomètre jour, il a augmenté de plus 70%. C'est-à-dire que faire une évolution de baisse absolue en termes de nombre de tués, alors que vous avez une évolution de plus 70%, en France, l'évolution n'a été que de plus 25%. Puisqu'on est dans les thermomètres, est-ce qu'il faut parler en termes de nombre de tués ou en termes de nombre d'accidents? Parce que lorsqu'on veut avoir un objectif de moins de tués sur les routes, aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui entrent. On ne meurt plus de certains accidents, bien heureusement, parce que la sécurité dans les véhicules a évolué, le port de la ceinture de la sécurité aussi a évolué, la version d'airbag, même si on a un parc qui est vieillissant, il est en train d'être renouvelé. Sauf certains véhicules dont on pourra parler, mais qui sont en train d'être renouvelés. Est-ce qu'aujourd'hui, si on voit le nombre d'accidents, parce qu'on était, je prends le bilan de 2015, on avait 3167 accidents mortels, 75 697 accidents non mortels, c'est plus 15%, 3565 tués, 9 957 blessés graves, 103 628 blessés légers. C'est-à-dire quand on prend tous ces chiffres-là, quand on voit le nombre d'accidents, on voit que le nombre d'accidents augmente. Et ça, ce sont des accidents qui font l'objet de procès-verbaux, de déplacements de la gendarmerie. Il y a des dégâts corporels, sans compter les petits accrochages. Là, ce sont les assureurs qui ont ces chiffres-là. Est-ce qu'il faut raisonner en termes de nombre de tués ou en termes de nombre d'accidents avec dommages corporels? Oui, alors effectivement, à ce niveau-là, il faut dire que notre stratégie s'est fondée sur une discussion, je dirais, globale et participative entre l'ensemble des intervenants. Et donc, on a discuté longuement sur le positionnement du Maroc et quels sont les objectifs qu'il doit avoir au niveau de la stratégie. Bon, lorsque je dis que l'objectif de l'ancienne stratégie, c'était d'inverser la tendance, puisque on était conscient qu'il fallait quand même arrêter l'État-Combe. Maintenant, on s'est dit, voilà, ce sont les vies humaines qui nous intéressent. Et donc, on va s'attaquer à ces vies humaines, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus assez de dégâts, aussi de dégâts plus grands au niveau des vies humaines. Donc, les dispositions qu'on a prises au niveau de la stratégie se focalisent effectivement sur un environnement plus sûr, des voitures, des autocars plus sûrs, avoir effectivement des routes plus sûres, et puis avoir un comportement plus sûr et un après-accident plus sûr. C'est-à-dire que les axes, ils sont en liaison directe avec ces objectifs de vie humaine. Cela n'empêche que lorsqu'on dit vie humaine, automatiquement, par la suite, on implique les accidents. Si je diminue le nombre des tués, c'est que forcément, je vais agir sur le nombre des accidents, puisque... Et puis sur la gravité. Et là, c'est un élément qui est important, puisque là, on a un certain nombre d'éléments qui sont au niveau de la gravité. Et là, je peux vous dire que l'une des nouvelles méthodes d'approche de la question, de la problématique, c'est effectivement d'aller vers les provinces et les villes là où il y a le plus de tués, donc où il y a le plus de gravité.
Donc on a commencé à signer, on a signé 4 conventions provinciales avec les villes, donc sensibiliser les élus et les conseils de ville, plus les autorités locales, c'est-à-dire essayer d'approcher les villes là où il y a le nombre de tués le plus grand. C'est-à-dire, bon, on a 12 villes qui ont été sélectionnées. On a une cartographie avec des points noirs, points rouges, on sait exactement où ça se passe. On a un peu sur l'ensemble du territoire, au niveau des villes, mais même en zone non urbaine, on a cette cartographie. Et maintenant, on cible, donc on va vers les villes où il y a le plus de tués. Donc 12 villes représentent 52% du nombre de tués. C'est-à-dire si on s'attaque correctement, je dis bien correctement, à ces 12 villes et qu'on s'attaque à ces 52, le 48, on aura l'occasion. Et ce qui est important, c'est que les autres villes qui n'ont pas été sélectionnées, on a des demandes qui nous arrivent de partout. Lorsqu'ils ont entendu qu'effectivement, on a une approche maintenant plus locale, plus provinciale, les autres villes qui n'ont pas été sélectionnées nous disent ben non, c'est pas normal. Nous aussi, on est bon à la traîne au niveau de nombre de tués, mais on voudrait quand même participer, être là aussi. Alors, un petit complément par rapport à ce qui a été dit par Monsieur le ministre. Justement, quand on parle indicateur, le Maroc appartient c'est-à-dire à une communauté internationale, donc notamment on est membre de l'OMS, et l'OMS publie annuellement un rapport mondial sur la situation de la sécurité routière dans le monde. Et au niveau international, donc pour pouvoir se comparer, il y a un certain nombre d'indicateurs usuels qui sont utilisés pour justement permettre la comparaison entre pays, etc. Et aujourd'hui, on se focalise au niveau de ce rapport justement, notamment sur la population, ou bien le nombre de tués, tout d'abord le nombre de tués, le nombre de blessés graves, parce que généralement un blessé grave, généralement c'est des handicapés à vie. Donc c'est des gens dont pratiquement la capacité de production a été réduite à un certain niveau, ou bien à un niveau avancé. Donc aujourd'hui on se focalise essentiellement sur le nombre de tués et le nombre de blessés graves. Et par après on rapporte ces indicateurs par rapport soit au parc circulant, soit à la taille de la population, soit au trafic, soit au réseau routier. Donc tout dépend. Dieu merci, au Maroc nous avons un système d'information qui est performant, donc qui nous donne cette souplesse au niveau de l'analyse statistique. Et aujourd'hui, croyez-moi, donc aujourd'hui, on est très très bien coté. Le Maroc a participé à l'édition du premier rapport mondial sur la situation de la sécurité routière dans le monde, ce qui n'était pas le cas pour pas mal de pays. Aujourd'hui, donc, on se base sur ce système d'information qui nous permet justement une bonne analyse, une analyse fine des statistiques des accidents de la circulation et qui était à la base derrière l'élaboration de la nouvelle stratégie dont a parlé Monsieur le ministre. Justement, ce qui nous a permis d'identifier un petit peu quels sont les publics cibles sur lesquels il faut insister, notamment les usagers vulnérables, les piétons, les deux roues, les enfants de moins de 10 ans, les conducteurs de véhicules de transport public de voyageurs de marchandises et les accidents impliquant un seul véhicule. Je voudrais juste rappeler que, je complète ce que j'ai dit au départ, que l'investissement qui devrait être fait dans ce secteur est hautement très rentable. Pourquoi? Parce que les pertes qu'on a maintenant évoquées, on les a chiffrées. C'est 2,5% du PIB. Alors imaginez une année où on annonce une croissance de 1,3, il faut enlever 2,5. Donc il y a une régression. Et donc moi je reviens à cela, il faudrait également mettre l'accent sur l'éducation routière, le civisme des citoyens. À partir du préscolaire. Moi, je me souviens, moi j'étais enfant en 1949. On m'enseignait en CE1 la sécurité routière en m'apprenant de ne pas circuler à bicyclette de front, de ne pas traverser en dehors des passages cloutés, etc. Il faudrait revenir à cela. Il faudrait également responsabiliser en décentralisant, en responsabilisant les chefs de région et les responsables locaux, etc., en leur faisant disons, prendre conscience de leur participation, si vous voulez, participation passive dans l'aggravation de ce fléau. Et il faudrait également rendre compte. Ici, malheureusement, c'est l'impression que nous avons, que les citoyens ont, c'est que rarement on voit quelqu'un rendre compte de ce qu'il a fait de bien, oui, souvent, mais de mauvais, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il faudrait le faire dans, disons, le cadre de l'information des citoyens, que les mauvais citoyens doivent être également punis, les bons citoyens doivent être récompensés, etc. Il faudrait que cette notion-là soit ancrée dès le bas âge. Et il faut responsabiliser les chefs de famille également.
il faudrait qu'ils prennent conscience de ce qu'ils participent à la destruction d'une richesse nationale, en disant, provoquant, ou en étant impliqués, en ne faisant pas attention, etc. Il faudrait que tout Vous êtes en train de nous dresser un nouveau modèle de société, là. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit... on va voir comment c'est possible. C'est un fait sociologique. Alors, il faudrait le prendre Alors, je demande dès la à base. Monsieur le Ministre, aujourd'hui, c'est la question, encore une fois, je pose très souvent la question à Siboula Hadjouz, est-ce qu'il n'a pas l'impression de prêcher dans le désert? Parce que entre les messages qui sont dérivés, tout le travail de sensibilisation qui est fait, et ce qui se passe sur le terrain, avec le relais, que ce soit avec les autorités, que ce soit avec les collectivités locales, que ce soit avec les écoles, est-ce que finalement ça lui permet de bien faire son travail? On fait une petite pause et on revient juste après. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, on parle de la prévention des accidents de la circulation, de finalement tout ce qui peut être fait et la stratégie, le contenu de la stratégie avec ces objectifs ambitieux qui sont de baisser finalement de moitié le nombre de tués sur les routes. Alors, une question, le CNPAC s'époumonne, entre guillemets, à essayer de nous sensibiliser, je ne vais pas dire les Marocains parce qu'on en fait partie, je conduis ma voiture, les automobilistes marocains à mieux se comporter, à être plus civiques dans leur manière de conduire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un message clair lorsqu'on a, sur les routes, des dérogations de fait qu'on voit d'autres citoyens qui ont le droit, entre guillemets, pour je ne sais quelle raison, de déroger aux règles du code de la route. Je parle des taxis blancs, je parle de ces fameux triporteurs qu'on a vus arriver, mais alors par centaines et par centaines, ça doit être par milliers aujourd'hui sur les routes marocaines, et qui transportent des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, le relais législatif, le relais de contrôle sur le terrain va être en adéquation avec les messages qui sont délivrés? Oui, effectivement, là, vous avez mis le doigt un peu sur sur l'un des grands problèmes que nous avons. Hein. Il faut dire que la société marocaine, elle est ce qu'elle est, d'accord? Donc nous, que ce soit au niveau donc juridique, mais aussi comportemental, on essaie donc de remédier à un certain nombre de fléaux qui existent, mais d'une manière, je dirais, progressive, puisqu'il ne faut pas y aller vraiment de front, d'accord? Puisque là, on n'a jamais eu des résultats positifs dans ce sens. Mais je peux vous garantir que lorsqu'on discute au niveau des comités interministériels ou même au niveau du comité, donc où il y a un certain nombre d'organismes, que ce soit privés, publics, et les autres partenaires au niveau de la sécurité routière, on pose avec acuité ces questions que vous avez posées. Donc un certain nombre je dirais, d'automobilistes et peut-être de professions qui sont, je dirais, hors la loi ou sur lesquelles on essaie un peu de ne pas appliquer. 4 personnes derrière, 3 personnes devant, voire 4 personnes devant. Alors, des fois. Pour l'instant, il faut dire qu'au niveau des amendements du code de la route, on a imposé un certain nombre de conditions, que ce soit donc au niveau de ces triporteurs dont vous avez parlé. Maintenant, pour tout ce qui est 2 roues, donc avec moto, même inférieur à 50 cylindrés, il va falloir un permis maintenant. C'est-à-dire que tous nos 2 roues, on ne peut donc circuler avec sur la voie publique qu'avec un permis donc d'une nature bien spécifique, on a appelé le permis AP. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez suivi un peu... en parle. Quand est-ce que ça sera Oui, une fois que la loi soit votée au niveau de la deuxième chambre et promulguée au niveau du journal officiel, ça sera donc effectif. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de ces triporteurs, effectivement, on a essayé donc de faire toute une campagne qui a commencé il y a 4 mois et demi à peu près, d'immatriculation de l'ensemble de ces triporteurs, mais aussi des tricycles, les 2 roues et les 4 roues, de manière d'abord à avoir un titre de propriété, donc c'est quelque chose au niveau de la propriété, même pour qu'il n'y ait plus un certain nombre de bécanes qui sont sur la voie publique, on ne sait pas l'origine. Et deuxième chose, c'est que effectivement avoir donc un document et avoir une matricule par la suite pour réellement avoir une identité. Et cela donc nous a permis jusqu'à présent d'identifier quelques 250 000 donc, motocycles et tricycles qui étaient là et qui roulaient, qu'on ne savait même pas qui en était le propriétaire. Et cela va donc nous permettre de passer à une deuxième étape. Alors, vous savez que c'est déjà pas facile d'immatriculer, d'avoir une identité. Maintenant, on va passer à une deuxième étape. Effectivement, cette deuxième étape, ça va être donc de s'attaquer à ces, je dirais, ces petits nœuds où il y a quand même un problème et essayer d'en sortir donc l'essentiel au niveau de la loi. Donc la loi est là pour essayer d'agir, mais aussi au niveau du contrôle. Il faut dire que maintenant, il n'est plus permis au niveau de nos centres
de visite technique, d'avoir des autorisations de rouler si réellement on n'est pas dans les règles. On n'est pas dans les règles. Ouais, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Je dis bien, oui, on n'est pas dans. Mais il faut quand même y aller tout doucement. Je vous donne un exemple. Nos amis donc des transports publics de voyageurs au niveau des autocars. La loi, le code de la route, c'est 2010, donc ça fait 5 ans. Et le port de la ceinture est obligatoire, d'après la loi. Il faut dire que depuis, on a essayé de leur dire il faut l'appliquer. Jusqu'à présent, c'est pas encore appliqué. On leur a donné maintenant un deadline, un deadline, c'est que effectivement, on est tolérant jusqu'à un certain moment. Et maintenant, avec la profession, on s'est mis d'accord que c'était décembre pour sensibiliser. Fin, donc les mois jusqu'au mois de mars, c'est encore de la sensibilisation. S'il n'y a pas le port donc, de la ceinture de sécurité dans les autocars à partir du 1er avril, il y aurait des PV et donc des amendes. Alors, vous voyez, donc ça, on y va tout doucement. Alors juste les taxis blancs. Je prends les taxis blancs parce que c'est un point qui est important. C'est une dérogation où on a, je pense que c'est les seuls véhicules qui ont le droit de prendre jusqu'à 4 personnes devant, 4 personnes derrière, 3 personnes devant. 3 personnes devant, et qui sont assurés en conséquence. C'est-à-dire que les assureurs, aujourd'hui, assurent les taxis blancs pour 7 personnes transportées au sein de ce type de véhicule. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un moyen d'agir? Parce qu'il y a déjà le fait même, mais il y a aussi, et c'est pour ça que je posais la question à Siboulé Ajoul, je vais vous poser la question aussi de l'exemplarité. Quand vous voulez livrer un message qu'il faut respecter le code de la route et qu'il y a des dérogations qui sont au vu et au su de tout le monde, est-ce que ça n'annule pas une partie du message? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose où vous devez vous dire, mais alors pourquoi je parle si c'est pas respecté? En matière de communication, on parle de billets de communication. Et justement, par exemple, je donne un exemple, quand on sensibilise ou bien on s'adresse aux piétons et on leur demande d'utiliser le passage piéton et que le piéton ne trouve pas le passage piéton, c'est un billet pour la communication. Et c'est le cas justement pour un certain nombre de catégories d'usagers de la route. Mais je pense qu'il est sûr, c'est qu'aujourd'hui, notre société, elle change. À la date d'aujourd'hui, je pense, d'après les derniers chiffres, dans certaines provinces, on est arrivé quand même dans le cadre de cette opération de renouvellement des taxis à des niveaux qui ont même avancé à 40-45%. Moi, je pense à terme, ces véhicules ne peuvent pas circuler. Et la chance qu'on a aujourd'hui... On va plus voir les 220... Non, mais c'est vrai. C'est un train là. Donc à terme, donc ça sera retiré complètement du parc auto. Et Dieu merci, aujourd'hui il y a l'adhésion totale. À un certain moment, il y avait vraiment une réticence énorme de la part des professionnels, mais ils se sont rendus à l'évidence qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer à circuler avec les mêmes engins pour différentes raisons, dont l'élément de la sécurité qui est, à mon avis, qui est primordial. Aujourd'hui, au niveau de la communication, on essaye de convaincre les gens d'intérioriser un certain nombre d'attitudes. Que, par exemple, certains comportements ne sont pas uniquement des formalités administratives à accomplir. Par exemple, le fait de mettre la ceinture de sécurité, c'est pas uniquement le fait de ne pas mettre sa ceinture de sécurité, je serai sanctionné, je serai verbalisé avec un certain nombre de points qui vont être retirés de mon solde de permis de conduire, etc. Non, on veut convaincre le conducteur d'usager de la route que le port de la ceinture de sécurité peut réduire le risque d'être tué en cas d'accident de 50%. Moi, je pense qu'il faut donner une autre lecture à un certain nombre de dispositions du code de la route pour qu'il soit intériorisé et avoir l'adhésion spontanée et simultanée du citoyen. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on essaie d'avoir des mesures vis-à-vis des professionnels du transport, alors que ce soit le transport de personnel, transport public ou transport de marchandises, il y ait des réticences? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'à chaque fois il faut discuter sur l'application de la loi? La loi est censée être la même pour tout le monde. Oui, mais là, nous débouchons sur un problème, si vous voulez, structurel et institutionnel. Structurel, parce que le transport par autocar, actuellement, obéit à un système qui a été créé en 1937 et qui est largement dépassé. Le ministère s'emploie depuis maintenant 3 ans pour réformer ce système-là. Il y a le dialogue, il y a des réunions, etc. Mais moi, à mon avis, non, oui, bien sûr, vous avez du souffle, monsieur le ministre, en affrontant tous ces problèmes-là. Mais moi, je crois qu'il faudrait équilibrer 2 choses. La sensibilisation, l'éducation, c'est bon, c'est le long terme. Mais il faut transiger, il faut sanctionner le court terme.
Parce que si on attend que les gens soient éduqués, que les enfants deviennent adultes pour qu'ils soient conscients, etc., il va y avoir des dégâts, d'énormes dégâts. Moi, à mon avis, il faudrait, moi je suis d'accord avec vous, il faut sanctionner les contrevenants. Et puis, ça ne va pas être la fin du monde si on supprime. Et puis, l'autre problème, excusez-moi. Ça, on supprime quoi? Si on supprime un certain nombre d'agréments de transport pour des fautes graves où il y a mort d'homme, etc. Tout à fait. Et puis, le deuxième problème institutionnel, vous le savez, je crois, c'est que le transport par taxi ne relève pas du ministère en charge du transport. Il relève paradoxalement du ministère de l'Intérieur. Et ça, c'est un héritage que nous traînons depuis le protectorat. Et, à mon avis, et la CGM, si vous voulez, a demandé à ce qu'il y ait une unicité dans la responsabilité et l'encadrement, que tout cela revient au ministère en charge du transport dans notre pays, y compris le transport urbain, etc., comme dans tous les pays du monde, pour qu'il y ait une coordination efficiente, pour qu'il y ait une optimisation des différents moyens et modes de transport, pour que le ministère puisse gérer d'une manière économique la complémentarité. Alors, à qui s'adresser? Quand vous arrivez à une gare routière, par exemple, vous ne trouverez jamais l'annonce qu'il y a à côté, le train va partir, etc., un lieu, etc. Vous ne trouvez jamais l'annonce qu'on va vous emmener jusqu'à l'aéroport, etc. Il y a absence parce que c'est éparpillé. Et moi, je crois, et la CGM est d'accord pour que ce soit un ministère des Transports qui prenne en charge ce vecteur qui est transversal, bien sûr, et qui est très important et vital. Et qui est essentiel. Alors, vous avez parlé de sanctions. J'aimerais vraiment passer au volet sanctions. Au lendemain de la réforme du Code de la route, on a eu un phénomène absolument incroyable qui a été un phénomène psychologique de baisse des accidents, du respect du code de la route pendant le mois qui a suivi. Et ensuite, c'est reparti à la hausse parce que finalement, tout le monde a dû se dire, bah, finalement, c'était du pipeau et on va continuer à faire comme en 40. Est-ce qu'on n'a pas raté le coche à ce moment-là? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, on va pouvoir rééditer ce phénomène? Est-ce qu'on peut, encore une fois, pour regagner la confiance dans tout simplement, le contrôle et la sanction? Oui, mais il faut dire qu'effectivement, les textes de loi, les sanctions ne sont, à mon avis, qu'un élément parmi d'autres. Il ne faut jamais penser qu'il suffit de sanctionner, et fort malheureusement, il y en a qui le pensent. Il suffit juste de sanctionner pour que tout se rétablisse et qu'on arrive donc au meilleur du monde. C'est un élément du puzzle. C'est un élément du puzzle. Et nous pensons qu'effectivement, en 2010, moi personnellement, j'ai essayé de comprendre, mais on n'a pas vraiment une interprétation, des explications bien claires que le phénomène était dû essentiellement au fait que c'est la sortie de la loi. Bon, il y a quand même un phénomène psychologique, c'est vrai. Mais de là à ce qu'il y ait vraiment une baisse de l'ordre de moins 20% due seulement à cela, bon, mes services, même, ils ont étudié ça pendant plus d'un an et on n'est pas arrivé, effectivement. Mais l'essentiel, c'est de dire que nous pensons que la sécurité routière, c'est pas un phénomène de court terme ni de moyen terme. Il faut avoir une tendance au niveau des lois, mais aussi une tendance au niveau du comportement. Vous avez bien essayé de mentionner un certain nombre, je dirais, de domaines qui ne sont pas impliqués, sur lesquels on n'applique pas la loi, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Déjà, moi, ce matin, en rentrant, en allant à mon bureau vers 7h30, je peux vous garantir que j'ai essayé, j'allais sur la 3e file, d'accord? Je vous garantis qu'il y avait des gens qui roulaient à 40 sur la 3e file de gauche, et que forcément, normalement, ils devraient être dans celle de droite. Vous avez clignoté, vous donnez du feu, du code, etc. Ils sont là. Et puis, heureusement, si vous arrivez à passer d'une manière ou d'une autre, si vous ne recevez pas des 1, comme vous le savez, vous êtes bien sorti. Donc, c'est le comportement, en effet. Même avec mes lois, même avec mon code, même avec tout ce que je peux faire, si on ne ressent pas qu'on est vraiment concerné, et c'est ça le civisme, c'est ça l'éducation, c'est ça la formation qui est importante. C'est pour ça que nous pensons que la loi, c'est vrai qu'il va nous permettre donc d'avoir une certaine trajectoire, ça va un peu lisser cette hausse et permettre effectivement
donc une certaine tonalité, je peux vous garantir qu'on va avoir le même effet. Maintenant, on a activé, à partir du mois de novembre, le retrait des points des permis. Oui. C'est quelqu'un qui m'a dit j'ai reçu. Voilà, on a envoyé plus de 250 000 donc, notifications. Je peux vous garantir que même dans mon entourage familial, j'ai un jeune qui m'a dit je pense que le mois prochain, je vais faire plus attention et je vais même ne pas rouler parce que je sais que j'ai 14 points qui sont déjà partis. Donc c'est quelque chose sur laquelle on pense. C'est psychologique. Bien sûr. Que, voilà, on est regardé, oui. Mais il y a quand même ce petit papier qu'on a reçu. Et qu'on a reçu et qui vous dit, voilà, vous avez perdu 2 points, vous avez perdu 4 points. Et ça, pour nous, c'est important. Ça va aider. Bon, c'est quelque chose qui existait déjà au niveau du code de 2010, mais on n'a pas pu techniquement, au niveau de tout l'arsenal informatique et autres, donc passer à l'acte. Mais maintenant, on y est passé. Donc je pense que cela aussi va nous donner un élément positif. Au niveau de tout ce qui est motocycle, etc., ce qu'on a au niveau de l'immatriculation, au niveau du permis, ça va encore rabaisser puisque les gens maintenant ils vont plus rouler puisqu'ils savent qu'il va falloir être obligé d'avoir un permis pour rouler sur les deux roues. Donc ces 2 éléments, rien que ces 2 éléments, je pense qu'au niveau de 2016, ça va nous donner des éléments très positifs, Inch'Allah, et ça va permettre de réduire. Donc en cumulant ces petits epsilon, bon, c'est plus que des epsilon, en les cumulant, je pense qu'on arrive à un sigma qui est quand même un peu important. J'aimerais bien revenir sur 2 points. Tout d'abord celui du contrôle, le deuxième celui du comportement. Alors en ce qui concerne le contrôle, justement, après l'entrée en vigueur du Code de la route, loi 5205 en octobre 2010, dans le temps, il y avait un certain nombre d'équipements de contrôle, notamment les radars. Ces radars n'étaient pas en conformité par rapport à la loi qui a été adoptée, c'est la loi 5205, parce que les équipements radars qui fonctionnent dans le temps, les radars qu'on avait dans le temps, c'était des radars qui n'assuraient pas la traçabilité. Et la loi avait, c'est-à-dire comme très clair, explicite, qu'on doit avoir la traçabilité justement des infractions. Donc du coup, tous les équipements radars qu'on avait, ils n'étaient pas pratiquement en conformité par rapport à la loi et donc ils ne pouvaient pas être utilisés par les corps de contrôle. Donc du coup, peut-être justement le premier mois c'était le coup psychologique, mais par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à ce qu'on communiquait, justement, donc ils ne voyaient pas. Il a fallu du temps tout d'abord pour s'équiper, il a fallu du temps pour former les gens, il a fallu du temps. Et donc on a pris énormément de temps, ce qui fait rebolote, donc une reprise au niveau pratiquement des comportements et des anciennes habitudes. Et justement, à la date d'aujourd'hui, moi je pense que la société marocaine il change, mais malheureusement, on reste quand même à un niveau malheureusement dégradé en matière de comportement, dans la mesure où les études aujourd'hui que nous menons en matière d'indicateurs comportementaux, nous avons pris l'habitude ces 3 dernières années de mesurer 2 fois par an les indicateurs comportementaux. Donc chaque 6 mois, on mesure par exemple le taux du port du casque, le taux du port de la ceinture de sécurité, le respect des panneaux stop, le respect des feux tricolores, etc. Et croyez-moi, les indicateurs malheureusement sont encore, par exemple, à la date d'aujourd'hui, entre 16 et 17% des conducteurs qui ne respectent pas les feux rouges. Et ça, c'est aberrant, c'est aberrant. Le fait de ne pas respecter le code de la route, en fait, on fait priver quelqu'un d'autre de son droit d'utiliser la voie publique en toute sécurité. Cet indicateur, si on lui ôte pas la vie aussi. Oui, pour les deux roues, malheureusement, c'est autour de 26%. Donc, c'est comme ils ne sont pas concernés par le code de la route. Le taux du non-port de port de la ceinture de sécurité aujourd'hui, même si on remarque peut-être au niveau des grandes villes, il y a une forte proportion de port de cet équipement. Malheureusement, on est à 35%. Et ce qu'on remarque, c'est au niveau des moyennes villes et au niveau des petites villes, le taux d'infraction est extrêmement élevé. Pour le port du casque, on est à 42% en termes de taux d'infraction. Au niveau du panneau stop, on est pratiquement à 42% à 62% pour les conducteurs, mais on est à 62% pour le stop. Oui, qui ne respectent pas le stop. Et on est à 94%, 95% pour les deux roues. Relativisé, on était il y a 2 ans à 93%. À 93%. Donc c'est quand même... on est moins mauvais. C'est pour ça que je dis qu'on bouge. C'est pour ça que je dis qu'on bouge. Donc il y a un changement. Et justement, moi peut-être que ce qui va me ramener à une question qui a été soulevée tout à l'heure par Sizieti. Le comportement, c'est un travail de longue haleine. Le fait de changer le comportement, on ne peut pas l'espérer du jour au lendemain. Il faut une certaine persévérance, il faut une certaine continuité au niveau de l'action concertée de l'ensemble des acteurs concernés par la sécurité routière,
acteurs, qu'ils soient institutionnels, professionnels aux sociétés civiles. Et justement, moi je pense, la marge de manœuvre aujourd'hui, si on veut changer le comportement chez les adultes, il est très très réduite. Quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, vous lui dites qu'il faut se comporter comme ça, alors qu'il a développé des attitudes, un comportement acquis, etc. Vraiment, la marge de manœuvre est très réduite. Toujours espérer. Il faut toujours espérer, mais je pense que le chantier de l'éducation routière, il est extrêmement Ziati me fait important. le signe de l'argent. À chaque fois que j'ai le patronat sur le plateau, quel est le moyen? Il y a des moyens. Il nous faut des moyens. Si Il nous on faut des lui fait moyens. payer, Ouais. eh bien, il ne recommencera Voilà. pas. Moi, je crois, hein, s'il Donc, paye taper au les portefeuille. 700 dirhams parce qu'il n'a pas respecté le stop ou le feu rouge, eh bien, sachez qu'il ne le refera pas. Il faut qu'il soit un peu timbré pour le refaire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit il y a un équilibre. Et ça a été souligné par M. le ministre. Il y a un équilibre entre le travail en profondeur long terme, moyen terme, et le travail actuel. Il faut appliquer la loi. Vous l'avez souligné, il faut l'appliquer. Une loi est faite pour être appliquée. Et on commence maintenant à voir même chez les étudiants, en vous disant, ouais, monsieur, mais au Maroc, appliquer la loi, c'est... Donc on arrive à un stade où vraiment il faut réagir. Il faut que les gens payent pour les fautes qu'ils font. Alors, il y a un point qui est quand même à mettre au crédit du nouveau code de la route qui avait été lancé, c'est la fin de l'hypocrisie dans le code de la route sur l'alcool. Hein, on a reconnu que on était un pays où on consommait de l'alcool quand même, et au volant, et ce qui est beaucoup plus grave, parce que alors l'alcool et toutes les substances psychotropes, c'est ce qu'on appelle la conduite sous influence. Sous influence. Ce nouveau code avait mis en lumière, ça n'existait pas avant. Là, on l'a bien mis en lumière. Est-ce qu'aujourd'hui, juste le chiffre aujourd'hui, est-ce qu'on sait à peu près combien ça représente dans les accidents? Et est-ce qu'aujourd'hui, les fameux alcotests ont été mis sur le terrain? Est-ce que ça fonctionne? Et au-delà de l'alcotest, est-ce que tous les tests, comme ce qu'on peut avoir à l'étranger, de substances qui sont autres que l'alcool, peuvent être aujourd'hui décelés dans les contrôles? Oui, vous avez dit maintenant, on avance sur un certain nombre de délits, et celui de la consommation de l'alcool, mais aussi de tous les autres drogues qui vont avec. Effectivement, maintenant, il a été mis en exergue au niveau des amendements de la loi. Et bon, les chiffres... On a à peu près 1000 accidents, les accidents rapportés, on a à peu près 1000 accidents enregistrés annuellement à cause de l'alcool. C'est énorme. 1000 sur combien? 1000. Bon, c'est beaucoup, mais peut-être que... 1000 sur 1000 sur 70 000 à peu près accidents. Ouais. Mais il y a un certain nombre d'accidents qui ne sont pas rapportés pour différentes raisons, Oui. notamment raisons d'assurance, etc. Donc, Oui, mais il faut quand même s'arrange. soulever ce problème. Oui. Il l'a dit, mais il faut quand même le Ouais. soulever d'une manière responsable. Ouais. C'est vrai que au niveau de l'assurance, lorsque on est dans un PV, qu'on est effectivement ivre, et que, etc. C'est une exclusion. Exactement. Donc il y en a pas mal Ouais. qui font en sorte que dans le PV, ça ne soit pas mentionné. Bon, c'est un autre crime qu'on rajoute au crime de la sécurité. Et donc je pense qu'à ce niveau, il faut pas. Donc il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes. Mais sinon, donc à ce niveau, on a ces chiffres et nous pensons que le chiffre est plus grand. D'accord. En plus, même maintenant au niveau des alcotests, on est en période donc, je dirais d'essai, et sur les axes intra-urbains. Bon, si vous passez un peu un certain nombre d'axes au niveau de Rabat, ils sont bien installés. On a assez de matériel pour le faire, et donc on a décidé de faire un certain nombre d'axes et de ne pas de le généraliser dans un premier coup, mais de le généraliser par la suite. En attendant qu'un retour de l'ensemble des corps donc, de contrôle, ce soit donc la sécurité, la sûreté nationale, la gendarmerie et nos agents à nous, pour pouvoir donc réfléchir sur la possibilité, je dis bien la possibilité, de le généraliser sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des accidents. Maintenant, le fait de ne pas subir même le test, c'est devenu un délit dans l'amendement, ce qui n'était pas avant. De refuser, voilà, de ne pas de refuser, c'est maintenant un délit, et que donc la nouvelle loi ou les amendements de la nouvelle loi vont le stipuler. Donc forcément, ça va donc dans une autre étape, je dirais, au niveau donc du contrôle de l'alcotest. Bon, sur tout ce qui est transport public, nous pensons que nous allons commencer par les transports publics, et donc forcément là, tout ce qui est autocar et autres, il sera plus tolérable effectivement. Des pratiques pareilles. Parce qu'il y a des pratiques, je dirais pas le nom qui est utilisé dans les transports. Fl-Harfa, on dit que pour tenir la route sur des longues distances, il y a des substances. Mais ce qui est bien, c'est que les professionnels sont d'accord.
Ils nous disent effectivement, si vous avez quelqu'un, un chauffeur ou autre, dont les pratiques sont telles, on est catégoriquement avec vous, donc bannir de la profession, etc. Donc on est bien sur la même longueur d'onde à ce niveau, parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose sur laquelle on peut... Ceci nous amène donc à ne pas abandonner la réforme du système de transport collectif. Tout à fait. Il faudrait le faire, parce que maintenant on est en train de se mordre, excusez-moi le terme, la queue. Le transporteur de deuxième catégorie vous dit « moi je vivote, je n'ai pas de quoi », etc. Pourquoi? Parce que le système entretient de telles entreprises marginales qui ne sont pas productives, qui n'assurent pas le service tel que prescrit par le ministère, par la loi, etc. Et on devient, devant cette situation sociale, entre guillemets, tolérant de choses intolérables. Et donc, moi, à mon avis, il est temps de reprendre le chemin de la réforme de ce système. Il y a plusieurs manières de peut-être d'indemniser, créer la loi par loi, que les gens qui ont été attributaires et qui ne peuvent plus satisfaire aux conditions d'accès à la profession d'une entreprise moderne de transport de personnes peuvent être donc indemnisés par l'État. Ça a été fait dans d'autres pays. On n'a rien à innover. C'est Là, ça fait vraiment, justement, ce volet sécurité routière au niveau de l'entreprise, c'est un élément qui est essentiel et parmi les professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le trafic, l'essentiel du trafic, il est assuré par les professionnels. Les gens normaux comme vous et moi, combien vous faites par jour, à moins si vous voyagez 30-40 km par jour. Mais les professionnels de la route, ils passent toute la journée sur la route. Donc, et le trafic, il est intimement lié au risque d'accident. Donc aujourd'hui, avec les professionnels, Dieu merci, aujourd'hui avec la Fédération, on collabore énormément dans ce sens. C'est que notre objectif, c'est d'arriver à convaincre les entreprises que l'investissement au niveau de la sécurité routière, ça a été dit tout à l'heure par CZIETI, que l'investissement au niveau de la sécurité routière peut être porteur. Donc on peut avoir un retour sur investissement. Donc une entreprise qui intègre cette dimension sécurité routière au niveau de son management interne, donc ça permet tout d'abord d'avoir une entreprise qui est structurée, une entreprise qui sépare entre les différents métiers au niveau de l'entreprise. Le conducteur, c'est un conducteur, le graisseur, c'est un graisseur, le caissier, c'est un caissier, et ne pas avoir la même personne qui fait un petit peu toutes les tâches. Et le fait d'avoir également des formations continues pour les professionnels, donc ça permet de sensibiliser, ça peut même créer une identité de l'entreprise, un label de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de citoyens, quand ils veulent voyager, ils sont conscients, ils ont une certaine idée d'avance qu'ils vont prendre les autocars d'une telle entreprise ou d'une telle entreprise parce que c'est réputé plus sécuritaire. Donc aujourd'hui, le fait d'investir au niveau de la sécurité routière peut être porteur. Nous, au niveau du CNPSC, on essaie d'encourager ce genre de pratique justement par la création ou bien la mise en place d'un concours national justement qu'on célèbre, qu'on avait décerné hier, de la meilleure entreprise qui intègre la dimension sécurité routière, justement pour encourager les entreprises à aller de l'avant dans ce sens. Et hier, on a eu c'est-à-dire on a décerné le prix à 4 entreprises justement qui intègrent, qui ont de bonnes pratiques en matière de prise en considération de cette dimension sécurité routière au niveau du management interne. Alors, Monsieur le Ministre, dernier point, parce qu'il nous reste à peu près 4 minutes, c'est, j'aurais voulu aborder beaucoup d'autres choses, parce que aussi bien les infrastructures que l'ambulatoire, parce qu'on parlait tout à l'heure du nombre de tués, mais aujourd'hui, au niveau du permis de conduire, on parle d'éducation routière, on parle de civisme, mais au niveau de l'enseignement de la conduite, est-ce qu'on est bon aujourd'hui? Le temps est révolu de l'ancien examen que je pense on a tous passé, que j'ai passé en face à face avec une personne qui me disait qu'il pouvait être conciliant pour me donner mon code. Aujourd'hui, ça a changé. Est-ce que ça continue à changer? Est-ce qu'on apprend bien? Est-ce qu'on enseigne correctement la conduite aujourd'hui? Oui, c'est vrai que l'un des grands défis maintenant de la sécurité routière, il faut le prendre donc à l'amont et non pas à l'aval. Donc forcément, l'amont, c'est quoi? C'est les auto-écoles, c'est la formation. Et les auto-écoles sont bien conscients. Nous avons signé un contrat programme avec un certain nombre de prérogatives et il y a un certain nombre de choses que normalement les auto-écoles devraient faire. Bon, là aussi, c'est à peu près la même ambition. Il y en a qui sont là avec leur esprit donc ouvert et avec un esprit de civisme très bien développé. Puis il y en a d'autres qui vivotent, excuse-moi l'expression, et qui ne sont pas vraiment prêts à y aller de l'avant et qui sont là à tempérer. Mais avec ce contrat programme qu'on a fait, donc l'un des éléments clés, c'est effectivement de repenser
Donc, et la méthodologie et le contenu du permis de conduire. Donc, on est sur une nouvelle base de données, on la travaille. Donc, il va sortir, Inch'Allah, en 2016, cette nouvelle base de données avec des nouvelles questions, avec des nouvelles problématiques au niveau de la sécurité routière. Et puis, l'application du temps nécessaire, donc, dans la loi de 20 heures, on va faire en sorte que le nombre des demandeurs de passage de permis ne soit pas donc ouvert, je dirais, à l'infini, mais il va être en fonction et du nombre de véhicules, mais aussi au nombre de moniteurs. On est en train de revoir, donc on a ouvert pour les anciens moniteurs qui n'ont pas pu, donc après 2010, qui n'ont pas pu pouvoir passer leur monitorat, on leur a ouvert donc une deuxième possibilité, ça a été lancé et donc la nouvelle réforme de la loi va le faire. Et donc on est en train de réfléchir sur l'ensemble de la question donc du permis de conduire et je pense qu'avec ces différentes approches, la question va être résolue et je peux vous garantir qu'une bonne partie des autorités y adhèrent. Taux de réussite du permis, on sait ce que c'est aujourd'hui? C'est-à-dire que, est-ce que c'est facile d'avoir son permis? Est-ce que dans d'autres pays, on voit bien que ça coûte cher, que si on le rate, eh ben, il faut y réfléchir à 2 fois avant d'y aller. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours une formalité? Est-ce qu'on le rate, on va l'avoir de toute façon? Est-ce qu'il ne faut pas rendre plus difficile l'accès au permis? Il y a des gens qui vont me regarder, qui vont sauter au plafond, mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas, on n'y gagnerait pas en le rendant plus cher et moins accessible? Je me rappelle, nous étions en conférence de presse à un certain moment qui a été présidée par M. le ministre. Il avait dit qu'aujourd'hui, il faut que le permis soit obtenu sur 6 mois et non pas uniquement. Ça fait un tollé. Oui. J'ai vu des grands yeux se fixer sur moi. Si vous ne les voyez pas, vous pouvez y aller. C'est derrière la caméra. Ça fait justement un tollé, mais je pense aujourd'hui, quand même, il y a un progrès. On est passé de 94-96% il y a quelques années. Aujourd'hui, on est autour de 60%, ce qui est très important. 68% en moyenne. 68% au niveau national. Donc, c'est progressif. Je pense aujourd'hui, le grand défi reste au niveau de l'examen pratique, parce qu'au niveau de la partie examen théorique, il y a un effort qui a été fait. Il y a également un projet de remise à niveau, d'élargir un petit peu la base de données avec d'autres questions pour la rendre un petit peu mieux adaptée aux situations actuelles, mieux adaptée également au nouveau code de la route, etc. Moi, je pense que c'est un progrès qui est énorme. Et là, j'aimerais bien terminer, si vous permettez, c'est Faisal, qu'aujourd'hui, les objectifs qui ont été fixés par la nouvelle stratégie, croyez-moi, moi je suis optimiste, c'est possible d'atteindre ces objectifs. Parce qu'on a énormément de leviers qui n'ont pas été exploités. Des nouvelles technologies, que ce soit, et là c'est vraiment transversal, ça concerne aussi bien le permis de conduire que le contrôle, parce que les radars fixes, tous les systèmes de contrôle intelligent, la gestion intelligente du trafic, ça c'est des leviers qui sont vraiment en tout début. Et aujourd'hui, quand on voyage à l'étranger, on ne voit pas de policiers. Tout est automatisé. Donc il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre et qui peuvent justement assurer cet encadrement. Mettre un policier derrière tout le monde ou le faire monter dans chaque voiture ou sur chaque moto. Dernier mot, Monsieur le Ministre. Dernier mot, c'est que je pense que tous, sans exception, c'est une affaire de tous. Tous on est responsables, chacun à son niveau. Nous allons persévérer, c'est un grand défi, ce sont des vies humaines et nous pensons qu'il n'est plus temps, il n'est plus permis, lorsqu'on a 3500 tués sur nos routes, il n'est plus permis de tolérer des choses qui jusqu'à présent étaient tolérables et nous pensons qu'avec l'adhésion de tout un chacun, Inch'Allah, ce sont des défis qu'on peut relever et de même comptable sur des taux de croissance de 5-6% sur un pays émergent, si on n'émerge pas au niveau de la sécurité routière, c'est qu'effectivement on est encore loin de l'émergence et je pense qu'en changeant nos comportements nous-mêmes, je dis moi-même en tant que ministre lorsque je roule, lorsque je suis piéton, si je ne change pas mon comportement, il ne faut pas s'attendre à ce que les autres changent aussi. L'exemplarité. Moi, je dirais juste une chose, attachez vos enfants dans votre voiture, sinon c'est criminel. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV. La rediffusion à 22h40 comme tous les soirs. Un bon week-end et on se retrouve lundi.